Je ne sais pas si vous m'entendez. Moi, je n'entends pas la salle. Hein. Au pire, on le dira, Benjamin. Voilà. C'est ouvert là? C'est bon. Rebonjour tout le monde. On recommence. Et pour cette session, nous avons Sandrine Révé, pour nous animer. Vous êtes là, Sandrine, donc, mais est-ce qu'on vous entend? Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Merci, Sandrine. Oui, bonjour à tous. Donc, on lance la session? Oui, à vous. Bon, parfait. Merci beaucoup. On va tout de suite ouvrir cette session sur les outils de médiation créatif et éducatif du risque avec 3 communications de Raja Dounia, Laura Caraballo et ensuite Claire Chires et Benjamin Van Wyck de Vries. Donc, je laisse tout de suite la parole à Raja Dounia de l'Université Mohamed V de Rabat qui va nous parler du cas du Maroc. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. D'accord. Je commence. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Raja Dounia, doctorante à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat, l'Université Mohamed V de Rabat. Je suis également informatiste spécialisée lauréate de l'École des sciences de l'information. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs du colloque qui ont bien voulu m'y convier pour partager les résultats de mon étude qui portent sur l'importance des portails ludo-éducatifs pour la sensibilisation des écoliers aux risques naturels au Maroc. Le plan de ma communication... Excusez-moi, Raja, on n'a pas ni votre image, ni votre PowerPoint. Vous serait-il possible de l'ouvrir en grand écran, votre PowerPoint, s'il vous plaît? C'est déjà après avoir fait le partage de contenu. Et également allumer votre caméra. D'accord. Pour le partage, je l'ai déjà fait, je vais le refaire. Est-ce qu'il est lisible? Non. Enfin, moi, je ne le vois pas. Et je ne vous vois pas non plus. PowerPoint arrive, c'est bon. D'accord. C'est bon? Par contre, l'image, on vous voit toujours pas. Hein. D'accord, je vais allumer la caméra. Maintenant, c'est bon? Mais le PowerPoint a disparu. Le PowerPoint, non. D'accord, je vais... Maintenant, c'est bon? Ah, c'est bon. Oui, là, oui. C'est bon? Merci, c'est bon. D'accord, donc le plan de ma présentation s'articule comme suit. Je commence par une introduction et par la présentation des contextes international et national de l'étude. Par la suite, je présenterai la problématique et l'intérêt de l'étude, ses objectifs, et je présenterai les résultats de l'étude comparative et de l'enquête sur le terrain. Et avant de terminer, j'analyserai l'ossature conceptuelle du portail proposé. Et je terminerai par une conclusion et par la présentation des perspectives de l'étude. Donc, j'aimerais commencer par une citation de Salvano Briceno, l'ancien directeur de la stratégie internationale de la prévention des catastrophes, qui m'inspire et qui nous fait réfléchir à la problématique de la sensibilisation des enfants aux risques. Teaching our children today is empowering the next generation to address disaster risk more effectively tomorrow. Effectivement, donc cette citation nous rappelle l'importance de l'éducation des enfants à la prévention aux risques, notamment naturels. C'est une condition sine qua non pour bâtir des sociétés résilientes, surtout si nous sommes dans un contexte qui est caractérisé par la vulnérabilité de la Terre face aux désastres naturels. Comme vous pouvez le constater à travers cette représentation graphique, les risques naturels majeurs, ils sont nombreux et à leur tête, les inondations, les tempêtes, les séismes, les vagues de froid, donc ils sont nombreux et ils causent des dégâts de plus en plus importants. Mais heureusement, face à cette vulnérabilité, il y a une prise de conscience internationale de l'importance
d'éducation des enfants. Donc, notamment pour l'OIPC, l'Organisation internationale de la protection civile, je cite pour l'ancien secrétaire général de l'OIPC, selon lui, c'est le terrain propice de l'apprentissage des gestes qui sauvent et l'école. Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, l'atténuation des risques créés par les catastrophes est un travail qui commence à l'école. Pour Rouhban Badawi, qui est le directeur du programme de lutte contre les catastrophes à l'UNESCO, la sensibilisation et l'éducation des enfants est une composante, et ce sont des deux composantes indispensables pour bâtir des sociétés résilientes. Pour le contexte national qui est le Maroc, qui est le cas de mon étude, il est très vulnérable face aux désastres naturels, comme vous pouvez le constater à travers cette carte. Plusieurs catastrophes sont survenues, notamment les séismes, les tsunamis, les inondations, les invasions acridiennes. Et ce scénario, malheureusement, à l'horizon 2030, plusieurs études montrent que la situation va empirer à cause notamment de l'augmentation de la température ambiante, de la diminution de la pluviométrie, de l'augmentation du niveau de la mer. Donc, face à cette vulnérabilité croissante, malheureusement, la prise de conscience marocaine, elle est un peu timide. Ceci se manifeste principalement par un taux de réalisation très faible du projet afférent au renforcement de la santé scolaire et de la sécurité humaine au sein des établissements scolaires, par la rareté des initiatives de sensibilisation au risque entreprises par les acteurs nationaux du risque, et surtout par l'absence de textes législatifs obligeant ou incitant à la formation, à la prévention des risques naturels aux écoles primaires. Donc, c'est dans l'esprit, donc c'est afin de combler ce manque qui est de formation dans les écoles primaires marocaines que nous proposons la conception d'un portail ludo-éducatif pour la sensibilisation des écoliers aux risques naturels au Maroc. Le choix de l'école primaire, il est surtout dicté par un ensemble de facteurs, notamment la vulnérabilité des enfants face aux risques. Les enfants sont plus réceptifs et meilleurs transmetteurs des messages de prévention auprès de leurs entourages. Et aussi le rôle de l'école primaire dans l'ancrage des valeurs et changements de comportement, de par normalement son caractère obligatoire et continu. Pour les objectifs de mon étude, ils sont au nombre de 4. D'abord, mener un benchmark au niveau international sur la sensibilisation aux risques naturels via les portails, l'étude de la problématique de la sensibilisation aux risques dans le milieu scolaire marocain, et l'analyse des besoins et attentes des directeurs pédagogiques des établissements scolaires en termes de contenu du portail, et enfin la proposition de la conception du contenu du portail de sensibilisation aux risques. D'abord, j'ai mené une étude comparative ou un benchmark qui a porté sur 4 portails de sensibilisation aux risques, de sensibilisation et d'éducation aux risques. Alors, il s'agit du portail Risques et Savoir qui est édité par la Direction de la Sécurité civile et qui est le centre régional de l'Académie de Versailles. Il y a aussi le portail Sécurité civile, c'est ça, le portail Sécurité civile jeunesse. Il a été développé par le ministère de la Sécurité publique du Québec. Il y a aussi le portail BeSafe. C'est un portail qui a été édité par les centres de l'accord du Conseil de l'Europe à risque majeur, en partenariat avec d'autres centres, notamment le QR, le CEBC, the European University Center for the Cultural Heritage de Ravello en Italie et the European Center for Risk Prevention de Sofia en Bulgarie. Alors, pour Quand la Terre gronde, c'est un portail qui a été édité par la Fondation La Main à la Pâte en partenariat avec un ensemble de partenaires, notamment l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et l'Agence spatiale européenne, et Univers Science. Alors, pour les 4 portails, l'étude nous a permis de conclure un ensemble de recommandations. Alors, la première, c'est l'importance de la contextualisation des enseignements dispensés sur les risques naturels. La deuxième, alors les 4 portails permettent un apprentissage mixte qui est en classe, individuel, en classe avec l'enseignant et individuel par l'élève. Il y a aussi l'accès à des ressources ludiques et éducatives adaptées au niveau scolaire et aux capacités intellectuelles des écoliers. Chaque portail a une petite particularité.
Par exemple, le portail Risque et Savoir, pour chaque niveau, il présente des matières intégrant des notions liées au risque et propose des connaissances se rapportant à ce risque. Il termine par la présentation des capacités déclinées dans une situation d'apprentissage. La particularité du portail Sécurité civile jeunesse se manifeste dans le fait qu'il permet aux élèves d'apprendre en s'amusant et les activités pédagogiques programmées via ce portail mettent en scène la mascotte Sécuro. Ces dernières années, on parle de la famille Sécuro, considérée comme l'ambassadeur de la sécurité civile au Québec auprès des jeunes enfants. Il couvre les 6 niveaux du primaire et les différentes disciplines sont couvertes par ce programme, notamment le français, les maths, les sciences, la technologie et les arts. Pour le portail BeSafe, c'est un portail qui est multilingue de sensibilisation au risque destiné principalement aux écoles des pays membres de l'accord du Conseil de l'Europe, Europa Risque Majeur, partageant une vulnérabilité similaire au risque naturel. Sa particularité, c'est le Knowledge Test. C'est une sorte d'évaluation en ligne des connaissances sur les risques naturels. Et l'Olympiade qui est organisée annuellement sur les dangers naturels et technologiques. Pour le portail Quand la Terre grande, c'est un portail qui propose aux enseignants un module pédagogique en ligne composé de 4 séquences comprenant des séances de classe décrites pas à pas, des fiches documentaires à télécharger et des éventuels compléments pouvant être utilisés en classe. Parmi les ressources offertes aux élèves, les films, les animations. Pour l'enquête sur le terrain, elle a été menée auprès des directeurs pédagogiques des écoles primaires de Rabat. Le choix des directeurs pédagogiques, il a été surtout dicté par le fait que le contenu proposé par le portail, il n'est pas dispensé dans le cadre de l'enseignement d'une matière bien particulière, mais il est au carrefour des matières et surtout pour l'ensemble des niveaux. Donc, et ça d'une part. D'autre part, de par la loi au Maroc, alors, ce sont les directeurs pédagogiques qui sont les superviseurs de l'administration pédagogique. Donc, nous avons jugé que ce sont eux qui sont les mieux placés pour nous informer sur les besoins et les attentes de cette communauté par rapport au contenu du portail. Donc, pour la population de notre étude, c'était élevé à 150 directeurs pédagogiques et basé sur la formule Craig-Steel et de Morgan avec une marge d'erreur de 5%. Pour une population de 150, un échantillon aléatoire de 108 a été exigé. Donc, ce sont les questionnaires qui ont été, bien sûr, distribués et nous avons réussi à 70 directeurs ont répondu à notre enquête, soit un taux de réponse de 64,81%. Pour les axes du questionnaire, ils étaient au nombre de 3. Le premier axe, c'est la culture de la prévention des risques à l'école, l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication en apprentissage et les attentes vis-à-vis du contenu du portail. Pour le axe, je vous présente ici les principaux résultats de l'enquête parce qu'ils sont nombreux. Donc, pour la culture de prévention des risques dans les écoles, nous avons constaté malheureusement que 90% des enquêtés n'ont jamais organisé des initiatives de sensibilisation aux risques naturels. Il y a aussi la méconnaissance des risques naturels présents sur Rabat par 88,57% des enquêtés. Il y a l'absence de cadre de sécurité et de santé dans la quasi-totalité des écoles enquêtées. Pour l'usage des NTIC en apprentissage, nous avons constaté un taux moyen d'usage des ressources numériques pédagogiques par les enseignants en classe, avec un taux d'équipement qui est assez important en nouvelles technologies de l'information. Pour la prise de conscience des directeurs pédagogiques vis-à-vis de l'importance du portail, la totalité est consciente de l'importance du développement de ce portail. Pour les attentes vis-à-vis du contenu du portail, je vais vous présenter les tableaux et je récapitule les principaux résultats. Donc, pour les types d'informations, c'est surtout les informations sur les gestes de survie, sur les acteurs de prévention, sur les catastrophes naturelles à Rabat, des informations sur les catastrophes naturelles survenues dans le monde, les alertes qui ont été le plus sollicitées par les directeurs pédagogiques enquêtés. Pour les types de risques naturels qu'ils veulent bien que les enfants soient sensibilisés, alors il s'agit des risques sanitaires, les inondations, les risques météorologiques, les risques sismiques, les feux de forêt, le risque acridien surtout. Pour les types de ressources, alors les directeurs pédagogiques, ils préfèrent les jeux électroniques, les dessins animés, les bandes dessinées,
les présentations, les films de sensibilisation, les cantines, donc une diversité de ressources pédagogiques. Alors maintenant, tenant compte des conclusions de l'étude sur le terrain et de l'étude comparative, nous avons proposé une ossature conceptuelle du portail qui porte principalement sur la définition de la cible du portail, ou bien des cibles, les risques naturels abordés, les démarches pédagogiques, les espaces du portail, les organes de gouvernance. Je termine la conception par la présentation des mesures préalables à la mise en place de ce portail. Donc, pour les cibles, d'abord, il est destiné en premier lieu aux élèves du primaire âgés entre 6 et 12 ans, notamment les 6 niveaux du primaire. Il est aussi destiné aux enseignants et aux directeurs pédagogiques, pour ne citer que certains cadres éducatifs. Alors, il est aussi destiné au grand public en quête d'informations sur les risques à Rabat et au Maroc. Pour les premiers, l'accès il est authentifié puisqu'il sera lié à l'école et il sera lié au niveau. Et bien sûr, je vais vous présenter par la suite les détails de l'espace du portail. Et pour pour la deuxième catégorie, c'est-à-dire le public en quête d'information, l'accès serait libre. Pour ce qui est des risques naturels abordés, alors vu la thématique du colloque qui est centré sur les risques naturels majeurs, nous avons sciemment précisé ici dans ce slide, je détaille seuls les risques naturels. Il s'agit des séismes, les inondations, les pluies torrentielles, les feux de forêt, les tsunamis, les glissements de terrain, les vagues de froid et les canicules. Pour les démarches pédagogiques, je propose 2 démarches pédagogiques pour pouvoir utiliser ce portail. Le premier, il est utilisé dans le cadre de l'enseignement principal, c'est-à-dire en lien direct avec le programme du primaire. Et la deuxième pédagogique en tant qu'activité extracurriculaire, notamment par le moyen à l'occasion de l'organisation de journées nationales et internationales organisées sur les thèmes des risques naturels et thèmes annexes. Pour les espaces, la conception du portail, du contenu, le contenu est réparti sur 3 espaces: l'espace informationnel, l'espace pédagogique et l'espace collaboratif. Pour l'espace informationnel, il est accessible au grand public et présente des rubriques informatives sur les risques en général. Pour l'espace pédagogique, il est accessible aux enseignants et élèves selon la discipline et selon le niveau scolaire. Et pour l'espace collaboratif, c'est un espace de communication qui permet un échange entre les usagers du portail grâce notamment à la technologie du Web 2.0. Ça, c'est une représentation, c'est une arborescence que j'ai réalisée pour vous présenter et vous détailler le contenu de chaque espace. Pour l'espace informationnel, alors c'est un espace, comme ce qu'on a dit, il est accessible au grand public. Il propose des rubriques informatives relatives à l'usage du portail et à la prévention des risques en milieu scolaire. Pour l'espace pédagogique, il est réservé aux enseignants et aux apprenants. Alors, comme vous pouvez le constater, pour les élèves, je donne ici l'exemple de la première année. Donc, les ressources, ils sont classées selon les 2 matières enseignées, qui est la langue arabe et la langue française. Donc, pour les 6 niveaux du primaire, les enfants vont avoir accès à un contenu sous forme de cantine, d'histoire, d'exercices interactifs, de jeux, de puzzles qui est adapté à leur niveau scolaire et à leur capacité intellectuelle. Pour l'accès aux enseignants, il est présenté par unité didactique. Je vous donne ici un exemple pour la langue française, la première année, pour l'unité d'apprentissage numéro 6. Donc, je donne l'exemple de la météo. Alors, nous proposons les risques météorologiques. Pour chaque unité d'apprentissage et pour chaque risque météorologique, le risque, il doit être bien décrit. Il s'agit de la description des risques, notamment ses causes, c'est les dégâts, le type de moyens à mettre en œuvre pour la lutte contre ce type de risque. Et il y a les objectifs pédagogiques, les intervenants dans l'action de formation, les ressources pédagogiques numériques proposées. Et il y a le cadre d'apprentissage, il s'agit peut-être d'un apprentissage en classe à l'occasion d'une sortie pédagogique, etc. Il y a les situations d'apprentissage, comme par exemple la lecture d'un conte ou bien une autre situation. Et il y a les modes d'évaluation. Et bien sûr, il y a le lien indirect avec les matières enseignées.
Pour l'espace collaboratif, alors c'est un espace qui est bien sûr un espace de communication entre les apprenants, entre les enseignants, les apprenants et le public pour échanger et débattre des sujets liés au risque. Alors l'étude, elle a proposé des mesures préalables à la mise en place du portail, notamment au niveau national. Alors, le déploiement du portail ne peut être réussi sans la mise en place d'un plan de gestion ou bien de conduite de changement qui doit intégrer deux approches. L'approche de formation qui doit permettre à la cible du portail l'apprentissage de l'outil et l'approche participative et communicationnelle ayant pour but l'implication des usagers du portail avant, pendant et après la mise en place du projet. Pour les ressources, bien sûr, on doit prévoir l'équipement en ressources financières, logicielles, notamment des CMS, il y en a ceux qui sont gratuits et ceux qui sont payants, et matériels. Au niveau des écoles, alors il est indispensable d'équiper les écoles primaires en équipements qui sont performants, même si le taux moyen il est important au niveau des écoles primaires au Maroc, au niveau d'équipement, mais il faut quand même les équiper par un matériel qui est performant, avec bien sûr l'évolution bien sûr des nouvelles technologies de l'information dans ce sens. Il y a aussi la programmation de formation au profit des enseignants sur les thèmes, notamment la perception des risques, l'usage des ressources qui seront à leur disposition par le biais du portail. Et donc, l'effort de formation, il doit vraiment être consenti dans ce sens. Au niveau des classes, alors il faut bien sûr préparer les élèves en amont de la consultation du portail, notamment avant de l'utiliser. Alors, il faut programmer des activités pédagogiques préalables pour faciliter l'apprentissage via le portail. Et en aval, donc au-delà de la campagne... Voilà, il faudrait juste une petite minute pour conclure, si c'est possible. Oui, c'est ce que je... Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Donc, pour les mesures qui sont programmées au niveau des classes en aval, il s'agit par exemple de la programmation de rencontres avec des spécialistes du risque, interviews et visites de casernes de sapeurs-pompiers. Ce sont des types d'activités qui peuvent aider les enfants à mieux utiliser les ressources et le contenu qui est proposé par le portail. Et en guise de conclusion, mon étude, elle ouvre de nouvelles perspectives de recherche afin de couvrir d'autres aspects aussi importants que la conception du contenu. Alors notamment l'étude pour le prototypage et le développement du portail, la généralisation de l'étude sur tout le territoire marocain et à tous les niveaux d'études, l'étude pour la conception d'un contenu adapté aux enfants en situation de handicap, l'étude pour la proposition d'une stratégie nationale de sensibilisation aux risques en milieu scolaire. Et je termine par une citation toujours de Salvano Briceno, l'ancien directeur de la stratégie internationale de la prévention des catastrophes. If children can do it, then yachts can do it. If children can do it, then adults can do it. If children can do it, then elderly people can do it. Effectivement, réussir à développer une culture des risques chez la cible des enfants permettra par ricochet de toucher les familles et donc toute la population, et le portail pédagogique d'information et de sensibilisation des écoliers aux risques naturels sera un vecteur de prévention non négligeable susceptible de contribuer à atteindre cette fin. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup de cette présentation passionnante. Donc, je vois que nous avons deux questions de Benjamin. La première, est-ce que, Benjamin, je peux me permettre de retraduire vos questions? Alors, la première porte sur la question du concept, de l'adaptation au contexte, c'est-à-dire par rapport au portail que vous avez étudié, dans quelle mesure vous prenez en compte les spécificités de chaque contexte, et là du contexte marocain, comment est-ce que vous l'intégrez au contenu? C'était une question que j'avais envie de vous poser également. Et puis, une autre question qui porterait sur l'efficacité, finalement. Est-ce que vous avez pu tester l'efficacité de ce programme, la question de la réception du message? Merci beaucoup.
D'accord, donc par rapport à la première question du contexte, parce que dans la présentation, j'ai présenté seuls les résultats que je juge les plus importants, mais je propose dans le cadre de l'étude qui a été menée de la programmation de comités, donc la mise en place de comités, notamment un comité national, un comité scientifique et un comité technique. Et en parallèle, il y aura la mise en place de comités régionaux, vous avez raison, pour contextualiser les risques par rapport au contexte de chaque région. Par exemple, sur la ville de Rabat, nous avons, dans notre enquête, questionné les directeurs pédagogiques sur les risques qui sont présents sur Rabat. Et malheureusement, nous étions vraiment... La grande surprise était qu'ils ignoraient totalement l'existence de risque alors qu'elle est classée parmi les régions, les zones à risque au Maroc. Donc pour l'enquête, il y a cet aspect d'intégrer la notion territoriale et pour contextualiser les risques. Et pour la proposition que nous avons donnée, il y a ces comités régionaux qui vont faire qui vont détailler pour chaque région, pour chaque préfecture ou province, les risques qui sont liés à ce territoire. Par rapport à la deuxième question, tester l'efficacité, c'est donc déjà pour la conception du contenu. Donc le contenu, j'ai déjà, à travers l'enquête et à travers l'étude benchmark, nous avons essayé de proposer le contenu qui est vraiment, qui a été testé ailleurs. Donc pour par exemple pour Risque et Savoir, pour le BeSafe, etc. C'est un contenu qui est vraiment, qui a eu un impact très positif auprès de la population cible. C'est pour cela que le contenu, il est un peu, on a pris les points forts de ces portails pour pouvoir les mettre au niveau de la conception du portail. Cependant, pour tester l'efficacité, peut-être ça doit faire l'objet d'une autre étude sur l'impact d'un tel type d'outils programmés sur la population cible qui sont les enfants. Très bien. Je vous remercie. Moi, j'avais une autre question. Alors, je suis désolée, j'ai eu un petit... Donc, peut-être que vous avez présenté ça dans la présentation. Il y a eu un petit déconnexion à un moment donné. Je voulais savoir quels étaient les types de collaboration avec les scientifiques qui produisent les connaissances et les savoirs sur ces risques. Comment, pour produire ce contenu, comment est-ce que vous collaboriez avec ces différentes disciplines ? Oui, heureusement, cette étude m'a fait savoir beaucoup de choses qui sont vraiment... Il suffit de les découvrir, ils sont là. Donc déjà, au niveau du ministère de l'Éducation nationale marocain, il y a un laboratoire national de contenu numérique. Il développe ce type de contenu. Et au niveau de la protection civile, la direction générale de la protection civile, il y a un service sensibilisation. Donc, il suffit de combiner ces efforts. Il y a des spécialistes derrière qui travaillent pour le laboratoire national de contenu numérique. Il y a derrière des pédagogues et des développeurs de contenu adaptés à cette catégorie de... Alors, les ressources, ils sont là. Ce qu'il faut, c'est la synergie entre ces acteurs. Et c'est ce qui est proposé à la fin de l'étude, c'est de mettre en place des comités qui gouvernent le projet, notamment par le ministère de l'Éducation nationale, représenté par le Laboratoire national de contenu numérique, et par la direction de la protection civile, représentée par un service qui est le service de la sensibilisation au risque. Très bien, je vous remercie. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions éventuellement? Je n'en vois pas dans le chat. Très bien, donc je vous remercie beaucoup de votre contribution. Merci. Et je vais passer tout de suite la parole à Laura Caraballo de l'Université de Clermont-Auvergne France, qui va nous parler du risque sismique dans la bande dessinée. Laura. Oui, merci beaucoup. Alors je vais vous présenter cette communication, le risque sismique au prisme de la bande dessinée. Alors, cette
communication fait partie du projet de recherche Le risque naturel au prisme de la bande dessinée, représenter, communiquer, expliquer, dans le cadre du projet PACSEN et du Challenge 4 ICIP-CAP 2025 à l'UCA. Alors, c'est un état d'avancement de ce projet où je vous montrerai le travail que j'ai fait autour d'un corpus de bande dessinée, autant dans la constitution de ce corpus et l'analyse par la suite. Il y a deux axes majeurs dans mon travail. D'une part, il y a la partie observée et analysée. Et c'est sur cette partie que je travaille, que je constitue ce corpus. Il y a un autre volet, agir en collaboration avec des scientifiques. Et ça, on a vu un peu dans l'atelier d'hier, il y avait nos interlocuteurs scientifiques. Alors, nous cherchons à étudier l'énorme potentiel de la bande dessinée comme dispositif narrativographique et la possibilité d'exploiter toute sa richesse, tant qu'en vecteur de plaisir qu'outil de réflexion. En effet, elle aurait un rôle à jouer dans l'appréhension des risques par un large public, non pas seulement par sa capacité à simplifier et ou schématiser les contenus, mais également par la complexité de ces récits et dispositifs narratifs et visuels. Alors, on a quelques questions comme point de départ pour ce travail. Comment la bande dessinée, dans sa plus large acception, représente-t-elle les risques naturels? En quoi la BD peut-elle accroître la qualité de la communication entre scientifiques et les autres acteurs et des populations exposées? Et de quelle manière peut-elle aider à réduire la vulnérabilité des populations concernées? Alors, pour répondre à ces questions, justement, notre travail porte particulièrement sur les modes de communication et transmission des connaissances et des savoirs, et aussi, pourquoi pas, la transformation des savoirs par le dispositif de la bande dessinée. Le but, c'est d'élargir le champ d'étude des risques en analysant le fonctionnement du dispositif de la BD, un mode de représentation accessible au plus grand nombre. Nous travaillons sur les usages contemporains de la BD pour communiquer et représenter les risques et catastrophes socio-naturelles. Et on se pose aussi la question de l'efficacité scénariographique de la bande dessinée, justement pour interpeller les lecteurs, pour transmettre, partager des données, des expériences et des visions autour du risque. Alors, j'ai constitué justement ces premiers groupes, ces premiers corpus d'œuvres de bande dessinée. Alors, je vous décris rapidement les principaux critères. D'une part, il y a un critère thématique, c'est-à-dire qu'on travaille sur les risques et les catastrophes socio-naturelles. Ensuite, on travaille sur de la bande dessinée contemporaine, on va dire à partir des années 2000, c'est-à-dire du 21e siècle. Mais ce n'est pas uniquement un critère chronologique parce que nous travaillons aussi sur des œuvres qui s'inscrivent dans un changement de paradigme, avec l'intégration aussi d'un nouveau regard sur la BD porté par la société. Et on peut concevoir aussi une nouvelle forme de légitimité qui s'est traduit par l'élargissement de ces domaines d'intervention et d'application, au-delà des secteurs traditionnels du divertissement et de la jeunesse notamment. Il y a des nouveaux formats, des mutations, des nouveaux discours et des nouvelles esthétiques, et tout ça, ça pourrait rentrer dans cette catégorie de bande dessinée contemporaine. Il y a aussi une attention particulière portée sur l'Amérique latine. Donc, les exemples latino-américains constituent à peu près la moitié du corpus. Parmi les genres travaillés, j'ai mis ici tout genre confondu. On peut citer d'abord tout ce qui rentre dans la macro-catégorie de la BD du réel, à savoir les BD reportages, documentaires, des témoignages biographiques, autobiographiques, d'autofiction, historiques, etc. Ensuite, la bande dessinée qui a pour but de transmettre un message et ou des contenus spécifiques comme la BD éducative, scientifique, de vulgarisation, etc. Et enfin, la BD purement fictionnelle, les genres plutôt classiques, on va dire, de la BD, fantastique, d'aventure, science-fiction, humoristique, etc., dans des formats divers, parce qu'on prend en compte tous les supports, c'est-à-dire l'album, le roman graphique, les comic books nord-américains, le manga, entre autres.
Dans une démarche transversale, notre travail se consacre à l'étude de la des bandes dessinées contemporaines de tout genre et toutes origines, triées en fonction justement des différentes aléas. Et donc, on a les séismes, les inondations, les avalanches, éruptions volcaniques, changements climatiques, Covid, entre autres. Et donc, voilà, on coupe par aléa. Ça, c'est quelque chose qui est venu un peu dans la pratique. C'était plus compliqué de faire diviser le corpus en genre ou en époque ou géographiquement. Et donc, on aura un corpus séisme, un corpus inondation, et ainsi de suite. Une lecture critique de certains exemples nous permettra notamment de problématiser les notions de risque, de catastrophes et d'adaptation aussi, étudiées dans diverses disciplines, justement englobant entre autres les sciences de la Terre et les sciences humaines et sociales, dans un souci justement de transdisciplinarité. À ce stade du travail, nous proposons une première grille d'analyse. Là, c'est juste, cette image, c'est juste pour illustrer. Et cette grille, elle est, sa constitution est en cours, qui est consacrée à l'aléa sismique. Celle-ci inclut une vingtaine de catégories d'analyse et on cherche justement à travers ces catégories à systématiser le plus possible le regard sur cette masse d'œuvres graphiques. Les catégories nous permettent de quantifier, de créer des données qui seront exploitées par la suite. Et pour établir ces différentes catégories, nous avons pris en considération toutes les ressources du dispositif BDIC par une étude externe et interne du support physique et mode de circulation aux questions narratives, graphiques et structurelles de la séquence. Donc ça, c'est un peu, il y avait un feedback entre le corpus et les catégories et ils se sont nourris un peu mutuellement pour arriver un peu à ces paramètres-là. Alors, je vais commencer par certains critères d'analyse qui ne sont pas quantifiables, car ils nécessitent justement une description. Et donc, il y a la question fondamentale du schéma narratif et de la structure du récit, qui est c'est un élément fondamental, effectivement, lorsqu'on analyse la bande dessinée. Et c'est assez utile aussi au moment comme outil de travail, parce que on a un aperçu rapide du sujet, des thématiques et des thèmes des narrations. Il y a une autre catégorie aussi qui nécessite une description, qui est celle liée à l'aléa sismique. Donc, on aura, je pense, pour chaque aléa des catégories spécifiques vraiment liées à l'aléa en particulier. Et donc là, dans ces cas-là, c'est le traitement de la réplique qui apparaît je pense que dans la plupart du corpus. Il y a un moment où on raconte la réplique, ça apparaît, il y a une irruption de la réplique dans la narration. Bon, sa présence, elle peut être plus ou moins anecdotique, mais l'idée, c'est un peu d'analyser quelle est quelle est sa place dans le récit et si ça peut nous aider à problématiser certaines notions. Et après, on a les catégories qu'on a pu quantifier, qu'on pourrait exploiter d'une façon plus systématique par la suite pour tirer des conclusions. Et aussi, on a justement cet objectif de donner des préconisations, parce qu'on travaille aussi en collaboration avec des scientifiques. Et donc, voilà, toute cette étude aussi permettra de donner des préconisations par la suite. Alors, on commence par la catégorie du genre. Donc là, j'ai mis la totalité des genres qu'on peut trouver dans ces corpus, sous-corpus aléa sismique. Et donc ici, on a une liste de genres. Je vais pas les lire pour pas perdre trop de temps. Et à chaque fois, je vous mets un petit exemple d'une BD. On a toute une diversité des formats et des supports. Donc ici, c'est une bande dessinée chilienne qui porte sur le tremblement de terre de 2010. C'est un fanzine, c'est-à-dire une auto-édition. Donc ici, j'ai marqué en bleu les genres qui correspondent à la planche
qui illustre. Donc là, c'est une BD d'autofiction, un fanzine auto-édité, c'est-à-dire édité et diffusé, distribué par l'auteur lui-même, et aussi des témoignages concernant l'aspect thématique de la catégorie du genre. C'est l'histoire d'un jeune qui raconte son vécu du tremblement de terre, et dans cette séquence, après le tremblement, bon, il sort de son appartement, il va essayer d'aider les gens, et donc il croise un policier qui le prend par un pilleur, et alors qu'il essaye de secourir des personnes qui étaient sous les décombres. Et donc, c'est une BD aussi, on va voir le type de discours par la suite, c'est une BD de dénonciation parce que justement, il parle des problématiques liées à cette catastrophe, notamment la gestion, le rôle de la police et des autorités qui était assez polémique. Et donc, il y a eu aussi, bon, justement, dans la presse, c'était un sujet récurrent, les pillages. Et le rôle de la police qui était, bon, limite, selon ce qu'on dit dans ce fanzine, plus concentré sur choper les pilleurs que sur le secours des victimes. Alors, je continue. On a la catégorie de type de discours. Et donc là, vous avez une liste des différents types de discours. Ici, on est sur un discours satirique. Et bon, c'est une BD de Louis Trondheim, qui est un auteur très connu, Les Pays des Trois Sourires, et ça a été édité par l'association en 2002. C'est une série de strips qui, justement, qui raconte une histoire d'un tremblement de terre. Et c'est intéressant ici parce que généralement, lorsqu'on parle de tremblement de terre, on est sur des fictions de catastrophes ou d'autres types de discours, mais ici, je trouve que, voilà, que le discours satirique autour de cette thématique, c'est rare dans la bande dessinée. Et donc, il y a, bon, on est dans un monde fictionnel, imaginaire. L'histoire est complètement farfelue, mais on a un regard moqueur sur vraiment les stéréotypes liés à la catastrophe. Donc, à tous les acteurs qui interviennent dans les représentations habituelles du tremblement de terre. Après, on a les questions liées à l'édition. C'est important de savoir qui publie, car ça va déterminer la portée de la BD, dans quel secteur elle circule, le public auquel elle est destinée, les intentions derrière, ou le type de message qu'on cherche à véhiculer. Ça peut être, pour donner un exemple un peu extrême, une BD éducative, gouvernementale autour du séisme. Ça peut être de la propagande, par exemple. Et donc, il faut aller voir un peu justement cette question de l'édition. Et ça peut être une propagande, mais ça peut être aussi, il peut y avoir une recherche purement esthétique dans une BD qui parle du tremblement de terre. Donc voilà, pour comprendre tout ça, il faut voir qui publie. Ici, on a voilà, un certain nombre de types d'éditions. On a des éditions indépendantes, des maisons d'édition indépendantes, mais aussi qui publient d'autres, de la littérature aussi, d'autres types pas seulement de la BD. Et il y a aussi des maisons d'édition, des bandes dessinées, donc indépendants, mainstream, des auto-éditions, et aussi les éditions institutionnelles et gouvernementales, qui sont très présentes dans notre corpus. Ici, il s'agit d'une édition subventionnée. C'est encore une fois une histoire autobiographique et aussi en quelque sorte le compte rendu d'un projet qui s'est étalé sur 3 ans suite au tremblement de terre de 2010. Et ça raconte en première personne l'histoire d'un architecte qui construit des maisons antisismiques à bas prix, pour aider des proches qui ont tout perdu lors du séisme. Et bon, il a réalisé ce projet avec un financement participatif et bon, il faisait des dessins, des croquis, il a tout documenté graphiquement. Et donc, l'auteur Edmundo Braune, il a pu être subventionné par la suite pour publier cette histoire, ce témoignage aussi. Alors ici, voilà, il y a la question aussi de l'ampleur du tirage
pour voir la portée de ces bandes dessinées. Ça, c'est un aspect sur lequel j'ai pas encore tellement exploré. Mais par exemple, ici, on est dans une édition subventionnée, un peu légitimée par une artiste chilienne très importante qui a parlé de cette bande dessinée dans sa préface. Et on est dans un projet vraiment, on pourrait dire des niches, c'est-à-dire que c'est destiné à un public assez restreint. Mais c'est un projet très, très, très intéressant. Alors, concernant les questions narratives et liées au récit, c'est important justement de voir voilà, qu'est-ce qu'on raconte. Et on prend en considération justement deux types d'énonciation. L'énonciation en tant que narration liée, cette catégorie liée plus à l'analyse littéraire, qui va s'articuler avec l'analyse de l'énonciation graphique, qui est propre à la bande dessinée, où il y a justement l'articulation texte-image et aussi leur articulation au sein de la séquence. Concernant la narration, bon, on ne le voit pas ici, mais je vous dis ça assez rapidement. On a, alors qu'on se pose la question de quelle est l'entité qui raconte l'histoire au sein du récit, on peut avoir des histoires racontées en première personne, on peut avoir aussi les côtés voix off dans les récitatifs, on peut avoir un narrateur effacé, un personnage qui est le narrateur, etc. etc. Alors, ici, on a aussi l'analyse de l'énonciation graphique. Et là, on pourrait dire que c'est la question de comment on raconte à travers les images, pour résumer. Et bon, là, c'est une catégorie en construction, c'est-à-dire que je trouvais quelques éléments, notamment s'il y a des incohérences dans les modes de représentation. On voit dans certaines BD où les modes de représentation changent beaucoup et il y a une incohérence, on n'arrive pas à comprendre quel est le sens de ces changements. C'est pas du tout le cas de cet exemple. On a voilà, un travail sur les styles, il y a le style plutôt caricatural, il y a les graphismes à prétention réaliste, il y a aussi la présence dans tout le corpus, ou dans une grande partie du corpus en tout cas, du dessin scientifique avec des schémas, etc. Il y a un style amateur qui est plus lié justement au fanzine et à l'auto-édition. Et il y a, bon, voilà, entre guillemets, un style personnel, c'est-à-dire qu'il y a un style de dessin et une façon de mettre en image qui est en lien avec, ou qu'on peut relier à un style, ce qu'on appelle aussi style d'auteur. Et donc ici, le travail qui fait Olivier Balèze, des aplats de couleurs, le traitement de la ligne et les représentations des personnages, on identifie un peu son style à lui. Et donc, ici, il y a l'exemple, c'est une bande dessinée autobiographique aussi. C'est une histoire courte qui raconte comment il a vécu son premier tremblement de terre alors qu'il vivait au Chili. Et c'est intéressant par rapport à ce qu'on racontait hier, par rapport aux connaissances en lien avec les catastrophes et les risques, surtout avec les risques. Lui, il va voir une voisine et les voisins, ils ont des connaissances empiriques, c'est-à-dire qu'ils connaissent très bien ce qui s'est passé. Enfin, ils ont déjà vécu plusieurs fois les tremblements. Et donc, ils savent qu'il y aura, en ayant senti le premier tremblement, justement, ils savent que la réplique, elle va être très forte. Et donc là, Olivier Balèze, qui raconte l'histoire en première personne, il apprend qu'il y aura une réplique. Et donc, il y a la population un peu qui prend la place qui prend le relais par rapport à la transmission de l'information. Voilà, je continue. Excusez-moi, Laura, vous m'entendez? Ensuite, je vais passer aux catégories directement liées aux risques et aux catastrophes qui s'articulent est-ce que vous m'entendez, Laura? Avec cette catégorie aussi d'un certain schéma narratif. Alors, d'une part, il y a la temporalité de la catastrophe.
c'est très simple. On va aller voir si l'histoire se passe avant, pendant ou après, ou avant et pendant, ou pendant et après, ou avant et après. Ben, voilà, toutes les combinaisons possibles. Et aussi, on parlait un peu hier, justement, de la fiction catastrophe ou de la catafiction, comme disait Thomas Michaud. Il y a quelque chose d'un peu récurrent qui est ce schéma narratif un peu standard, un peu oui, un peu figé de la fiction en lien avec les catastrophes, c'est-à-dire qu'il y a un avant, une petite introduction avant le drame, après le drame, et après un retour à la normale. C'est un schéma qu'on voit, et si, voilà, c'est le cas par exemple de la plupart des films dont on parlait hier matin. Et donc j'ai essayé de voir dans quelle mesure les bandes dessinées... Oui. Excusez-moi, je suis désolée de vous interrompre, mais oui, il va falloir accélérer un tout petit peu pour qu'on... Merci beaucoup. Bien sûr, pas de problème. Voilà, dans quelle mesure les bandes dessinées analysées, elles se pliaient un peu à ce schéma. Et donc, avec une échelle de 1 à 5, où 1, c'est un récit calqué de ce schéma fixé, et 5, il ne le suit pas du tout. Donc après, aussi, il y a les types d'acteurs qu'on représente alors qu'on raconte des histoires de risques. Là, c'est une BD gouvernementale publiée par le Centre national de prévention des désastres du Mexique. Et c'est une BD éducative et de prévention. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant comment on montrait la population. Si c'est une population exposée au risque autosuffisante ou débrouillarde, dans ces cas-là, on montre une population plutôt informée et plutôt preneuse d'informations, mais on peut montrer aussi la population vulnérable, les autorités défaillantes, ça apparaît beaucoup aussi dans les récits latino-américains, les autorités présentes ou absentes, etc. L'aide internationale, c'est souvent aussi un acteur qui apparaît, qu'on a vu apparaître à plusieurs reprises. Les sensationnalismes des médias, par exemple, aussi, c'est toute une thématique. Voilà, je continue. Il y a les voix d'autorité. Il faudrait vraiment conclure parce qu'on va pas avoir le temps de discuter. Donc, si oui, d'accord. Okay. Ah oui, j'ai été un peu plus lente que la répétition. Voilà. Alors voilà, il y a les voix d'autorité et dans plusieurs histoires, ça peut être incarné par un scientifique. Dans le cas de l'iconographie du désastre, voilà, la représentation des débris, c'est un thème assez intéressant à analyser. Il peut y avoir des BD où il y a une forte représentation des débris et ça a un sens aussi au sein du récit. La rigueur scientifique et les détails techniques, c'était une autre catégorie. Et là, je me suis permis de montrer un peu la BD de Kelly Guerrier et Chevelin qui était hier dans l'atelier. Et enfin, bah voilà, je vais conclure ici. Bon, ici, j'ai mis cette bande dessinée When the Earth Quakes, The Story of a Seismic Wave. C'est une BD publiée par l'Institut des Jeux physiques de la République tchèque. Et donc, bon, là, on a toutes les catégories dont j'ai parlé. Mais ce que je trouvais intéressant ici, c'est que le personnage principal de l'histoire, pour raconter l'histoire pour expliquer, c'est une BD éducative, l'onde sismique est un personnage. Et ça, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas trouvé ailleurs, que le aléa devienne un personnage et qu'il raconte son histoire pour mettre en image, en fait, quel est tout le processus, comment une onde sismique se crée et comment elle a un impact sur les populations. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exposé passionnant. Désolée d'avoir demandé à ce qu'on de vous interrompre. On aurait pu rester encore un peu longtemps. Alors malheureusement, je n'ai pas accès aux bulles de conversation, mais on me dit qu'il y a des messages. Donc peut-être que Sébastien pourrait lire les messages. Ok, alors je vais lire les messages. Sandrine, premier message, première question de Benjamin. Ces 3 étapes, avant, pendant et après, collent très bien avec les étapes utilisées dans la disaster prevention. Est-ce que tu penses que les BD reflètent une connaissance de ça ou est-ce que c'est par hasard? La disaster quoi? Pardon, je prevention. Prevention. Oui,
Donc la question c'est si la BD peut Est-ce que la BD, agir dans... la BD utilise Benjamin va expliquer, utilise Oui, est-ce que les BD reflètent une connaissance de la prévention des désastres ou que c'est juste par hasard qu'ils ont pris les mêmes étapes? Oui, ça dépend. En fait, ça dépend justement. C'est pour ça que c'était compliqué parce que ça dépend du genre, ça dépend de qui publie, ça dépend du type de discours, du public ciblé. Mais en l'occurrence, dans les bandes dessinées éducatives et des préventions, il y a des bandes dessinées des préventions et on voit énormément. Notamment ce qu'ils font en Haïti, Kelly Guerrier à l'Université d'État d'Haïti et Chevelin Pierre qui était hier dans l'atelier. C'est des bandes dessinées des préventions où on voit tout ce contenu est pressant, effectivement. Mais après, ça dépend. Ça dépend et il y a justement toute une problématique autour des stratégies qui peut avoir la BD pour faire passer les contenus. Aussi, on en a parlé un peu hier et c'est l'enjeu majeur, un des enjeux majeurs de mon travail de recherche. Sébastien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, moi, j'ai une question aussi. Allez-y, Sandrine. Merci beaucoup. Bon, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. On a envie de lire tout ce corpus d'un coup parce que c'est vraiment magnifique. J'avais une question sur la méthode. Je voulais savoir si dans votre travail, vous alliez inclure des entretiens avec les auteurs pour savoir comment est-ce qu'ils travaillent, voilà, pour ne pas travailler juste sur la représentation et le corpus BD-esque, mais voilà, comment ils constituent leur scénario en fonction justement des genres aussi, puisque on voit bien qu'il y a quand même des enjeux très différents entre des enjeux narratifs, d'autofiction, des enjeux de transmission ou de communication. On voit bien qu'on est quand même sur des niveaux très différents. Et une autre question par rapport à ce que vous disiez sur voilà, un des enjeux qui était de faire des préconisations. Vous parliez de collaboration avec des scientifiques et je voulais savoir justement quel type de collaboration. Est-ce que c'était des collaborations entre auteurs et scientifiques que vous essayez de favoriser et comment vous vous y prenez? Parce que j'imagine qu'il y a des auteurs qui sont aussi assez résistants à trop d'incursions du réel dans leurs matériaux, parce que ça reste quand même un support artistique. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, concernant les entretiens, j'ai accès dans plusieurs cas aux propos des dessinateurs et donc le côté production, effectivement, c'est très intéressant et très important. Mais dans le temps qu'on a, on va plutôt consacrer un travail on va plutôt aller voir le public. Parce qu'en fait, en analysant les œuvres, on a des données, on a des informations et on a du contenu par rapport à quelles sont les intentions des auteurs, quelles sont les intentions des éditeurs. Cette partie-là, on a trouvé qu'en fait, ce qui nous manque, c'est de voir effectivement l'impact des bandes dessinées, parce que c'est ça qu'on trouve moins dans les études de BD, alors qu'il y a un lien avec la réalité et des problématiques sociétales. Et donc, oui, cette partie du travail, questionnaire, entretien, etc. Je pense qu'on va plutôt mettre on va mettre plutôt le temps en allant voir auprès des populations comment ils reçoivent. Je ne sais pas si j'ai pas forcément répondu à la question, mais oui, c'est tout il y a comme un équilibre entre la production, la réception et l'œuvre en soi. Et les côtés œuvre-production, je pense qu'on a une vision plus claire, on a plus avancé là-dessus qu'est sur la partie réception. Et donc, on va se concentrer plutôt sur des questionnaires. Et voilà. Et donc, voilà, parce que je pense qu'il n'y a pas trop de temps. Et alors, concernant la collaboration avec les scientifiques et les préconisations,
C'est une très bonne question. En fait, il y a justement une problématique qui est celle du lien entre les scientifiques et les dessinateurs. Notamment, bon, voilà, il y a tout un tas de questions qui sont en jeu. Parce que côté scientifique, c'est des scientifiques et plutôt institutionnalisés. Côté auteur, ça dépend. Ça peut être des auteurs professionnels des bandes dessinées, ça peut être des illustrateurs, ça peut être des dessinateurs amateurs qui ont aussi leur légitimité et leur place alors qu'on travaille sur la vulgarisation. Et souvent, voilà, la question de la communication est assez délicate. Donc nous, en ce moment, on a comme interlocuteur des scientifiques en Haïti et au Pérou, on a Arequipa qui ont été présents dans ces colloques. Et avec eux, on est en train de voir un peu justement comment ça se passe cette collaboration et comment les contenus sont transmis, mais comment aussi la bande dessinée, elle peut transformer, enfin comment c'est créé toute cette transposition. Mais effectivement, voilà, c'est un travail en cours et effectivement, la question du rapport et du dialogue entre scientifiques, auteurs, mais par auteur, je parle de dessinateurs, mais aussi des scénaristes. Je ne sais pas non plus si j'ai répondu à la question. Si, merci beaucoup. Donc, je crois que malheureusement, il va falloir qu'on arrête là. Et je vais donc demander à Claire, alors je ne sais pas si je le dis bien, Chires et Benjamin Van Wyck de Vries de commencer leur communication sur les géomojis. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez quelque chose? Alors, moi, je vous entends, mais je ne vois pas encore. En plein écran. Maintenant, alors, il vous suffit de le lancer maintenant. Ok. Trop fort. Oui. Ok. Ben, je le lance. Voilà, c'est ça. Ok. C'est-tu bon? Alors, ok, merci. Je commence. Moi, je suis Claire Chires, je suis doctorante au LRL, donc Laboratoire de linguistique à l'UCA, et avec Benjamin Van Wyck de Vries au Laboratoire de Magma Volcan, on va décrire notre projet de geomojis et comment y traduire les géosciences à travers les langues. Il ne tourne pas. Pardon, Claire. Oui. Est-ce que vous pourriez mettre le PowerPoint en plein écran, s'il vous plaît, sur votre ordinateur? Je l'ai fait. Ah. Alors, il faudrait le relancer, donc refaire du partage d'écran, du partage de... Oui, ok, pas de souci. De contenu. J'avais fait, mais... Et maintenant, je refais. Mais c'est pareil. Hein. Oui, un petit peu. Ah, là, elle appuie. Ah, c'est bon, là, non? Et par contre, on voit les petits diapos apparaître sur les côtés, en plus de la grande. Est-ce que vous avez... il faut que je vous mon PowerPoint. Vous avez un bouton lecture PowerPoint? Normalement, alors, est-ce que vous avez deux écrans ouverts sur votre ordinateur? Non, j'ai un seul. Donc, si je le mets comme ça, c'est pas... Est-ce qu'il n'est pas ouvert deux fois, le diaporama? Non, non, non. Elle s'attend pas. Alors. Sinon, si vous l'avez... Si je fais comme ça? Oui, en agrandissant, bon, ben si, pourquoi pas. Ok, je fais alors un instant. Ok, d'accord. Bon, c'est... Ok. C'est lisible? C'est très lisible. Ok, d'accord. Bon, on fait ce qu'on peut. D'accord, je reprends, voilà, le plan de cette communication. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est les geomojis, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit geomojis. Après, le contexte d'où c'est venu ces projets, un peu d'historique. Après, on va vous montrer des groupes thématiques de nos geomojis déjà créés, déjà dessinés, disons. Et je termine avec les avancements actuels de ces projets. Alors, lançons dans le geomojis.
voici une idée des geomojis. On a, peut-être vous pouvez déjà avoir une idée de qu'est-ce que c'est. On a le terme emoji, on a mis ensemble avec geoscience, donc geomojis. Et là, on a quelques exemples de geomojis qu'on a fait dernièrement. Vous pouvez déjà voir peut-être un nuage, volcan, du vent. Et ce qu'on cherche à représenter, c'est des phénomènes, des éléments de géosciences, de géologie, et aussi dans une forme pictographique, au pictogramme, qui a plusieurs niveaux de compréhension. Donc, qui n'est pas qu'une pictogramme ou une icône, mais qui a des autres éléments additionnels pour comprendre et pour montrer le risque aussi. Un peu de contexte pour le projet. Des origines, je dirais, c'est un projet, un article, une étude de Ben, qui est le Global Framework for Earth and Environments. Donc, ce qu'on voit ici, ça fait partie de cette cadre qui essaie de décrire les processus géologiques de la Terre, tous les processus possibles, dans une seule graphique, qui n'est pas si facile déjà. Et en ajoutant les images dans ces cadres, c'est venu des idées d'avoir des images ou des pictogrammes ou les dessins pour des risques ou des phénomènes géologiques spécifiques. Et du coup, des geomojis sont été créés. Et en ce moment, on travaille, ou d'où je viens dans le projet, on travaille dans le projet Cloudburst, qui est un projet de dictionnaire de risques multilingue. Et ce sera du coup dans plusieurs langues, et c'est que des termes, donc c'est plutôt un glossaire, hein, c'est que des termes de risques naturels et aléas naturels. Et on essaie de mettre des geomojis pour chaque entrée dans ce dictionnaire, dans ce glossaire. Donc chaque terme aura son geomoji. Maintenant, étudions les geomojis qu'on a fait. On commence avec le premier groupe thématique. On a mis sous le thème de eau. Et là, peut-être on voit un peu comment on peut représenter des idées, des phénomènes, des concepts. Par exemple, ici, on a tsunami, c'est assez connu. On a la vague, on a la personne qui essaie d'échapper. Mais on a aussi des inondations différentes, des dangers différents, des risques différents. Avec Ben, on essaie de travailler, pour réfléchir des éléments qui incluent, donc si on inclut une maison ou quelqu'un, un petit bonhomme qui est seul à la maison, dans l'eau, etc. J'ai mis aussi le geomoji pour drought, sécheresse, qui a le soleil, l'eau, la terre, les éléments pour comprendre ces concepts. Prochain groupe thématique, excusez-moi, c'est les volcans. Et ici, on voit c'est un peu différent que les autres. C'est peut-être plus en détail et plus pour décrire des éléments géologiques. Et c'est venu en travaillant avec Ben, donc lui, il est spécialiste de volcans et moi, je ne le suis pas. Et du coup, on essaie de créer quelque chose qui est compréhensible pour des personnes qui ne sont pas spécialistes, mais qui montrent des éléments assez spécifiques. Donc ici, on a une composition de volcans qui aussi est basée sur un article What is a Volcano de Borja. Et on a des éléments qui créent un volcan et on peut utiliser ces parties de ces éléments, par exemple le magma, les types d'éruptions, pour représenter les risques, pour la communiquer aussi. Le prochain groupe, c'est un groupement de résilience fluviale. Et ici, je pense que pour moi, c'est très clair dans le sens que c'est une suite de la même image, le même pictogramme, mais avec des variations.
et les variations en couleur, les variations en éléments. Mais on voit qu'il y a une maison, il y a un arbre, il y a une fleuve qui varie, ça dépend de phénomènes. Et ça, comme écrit, c'est un exemple de comment on peut montrer le risque dépendant de phénomènes ou le risque LR on veut communiquer. On peut voir clairement la différence entre lave et fleuve normal, par exemple, dans ces contextes. Le prochain groupe thématique, c'est mouvement, sur le thème de mouvement. Et ici encore, on a des suites des geomojis, des suites des images. Donc, on commence avec rockfall et on descend dans les autres un peu plus compliqués. Déjà, entre spécialistes, c'est pas clair entre landslip et landslide. Mais peut-être avec ces images, au rockslide, au debris flow, mais avec ces images, on peut voir un peu plus clairement comment la Terre interagit avec le mouvement. Et on peut montrer aussi des risques avec cette maison. On voit s'il y a un danger ou pas. J'ai aussi mis l'emoji pour tremblement de terre. Au centre, on peut voir aussi, il y a cette maison qui bouge. Voilà, il y a des éléments qui sont aussi dans les autres pour les lier ensemble. Et le dernier groupe qu'on a fait dans le dernier mois, c'était de transférer des mouvements, des groupes thématiques de mouvements pour, disons, la neige, snowmojis, pour la montagne. Et ici, je crois que moi, je pense que ça montre très bien comment on peut adapter des geomojis, et ça montre notre idée d'avoir des geomojis comme une base de geomojis qui sont générales. Et après, on peut les adapter, utilisant les mêmes idées, les mêmes images pour un contexte plus spécifique. Donc ici, on a un glacier, on a des montagnes. À droite, on a plus des différences dans les risques avec une petite personne qui skie. Donc c'est notre groupe plus récent de nos geomojis. Les prochaines parties, c'est les avancements actuels. Donc maintenant, on travaille ensemble, des géologues et nous, les linguistes, donc les non-spécialistes. Donc c'est déjà interdisciplinaire, mais plus récemment, maintenant, on cherche une collaboration internationale, qui veut dire on cherche pas seulement des personnes qui ont des connaissances des risques en Europe, mais ailleurs aussi. Et cette collaboration, on a commencé à collaborer avec quelqu'un aux États-Unis. Et à droite, on peut voir, c'est un forestier. Et à droite, on peut voir quelques images. Il avait déjà créé des icônes. Bon, il appelait les icônes pour feu, pour le tremblement de terre, pour les inondations. On peut les voir en jaune à droite. Et là, je pense que déjà, on peut voir les similarités entre ce que nous, on avait créé et ce que lui, il avait créé aussi. Donc, pour nous, ça commence à avoir du sens des éléments qui sont similaires, dont l'idée, le concept de tremblement de terre, par exemple. Lui, il est plutôt focalisé sur le forêt et les forestiers. Du coup, il y a certaines images pour lui qui sont plus pertinentes que les autres. Il n'y a pas des volcans dans ces images, mais c'est quand même intéressant. Du coup, les images en bas, c'est ces images, mais divisées en éléments. Et la prochaine étape, ce sera de diviser les geomojis en éléments, qui signifie c'est quoi ces éléments qui mettent ensemble pour créer ces concepts. On a déjà, par exemple, pour tremblement de terre, on a déjà 3 éléments ensemble, ou peut-être 4. Il y a la maison,
qui bouge, il y a la fissure, épicentre, la ligne vers l'épicentre, et c'est le séisme qui est montré. Peut-être il y a un autre élément qui peut venir chez les petites images de notre collègue. Il y a aussi des arbres qui bougent, il y a aussi une fissure, donc on voit le lien. Aussi pour nous, on a un tsunami qui a assez connu cette idée. Donc il y a une vague, normalement il y a une personne, il y a une direction pour de la vague ou pour évacuer aussi. Et comme j'ai dit avant, pour la sécheresse, il y a plusieurs éléments mis ensemble pour avoir cette compréhension des risques. Du coup, le projet avance petit à petit. On a déjà des groupes thématiques. Après, on cherche des collaborations et on veut avancer sur des divisions en éléments et on veut ajouter des autres trends, des autres geomojis, tout est possible. Et du coup, si vous avez des idées, des suggestions, si vous avez des commentaires sur les geomojis qui sont déjà existants, n'hésitez pas de nous dire, de nous contacter pour collaborer avec nous, pour éditer des geomojis qui sont déjà là. Du coup, merci pour votre attention. Je vous laisse une petite image des geomojis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous laisse aussi des références. Là, il y avait l'article que j'avais mentionné, mais aussi un article qui parle de cette présentation, qui parle de ces avancements dans les geomojis et une communication qu'on a fait dans le EGU cet avril. Merci. Merci beaucoup Claire pour cette présentation passionnante. Je suis sûre que ça va susciter pas mal de commentaires. Alors, je ne vois pas les questions dans les bulles, donc je vais profiter pour me donner la parole parce que je voulais justement réagir du coup en anthropologue parce que effectivement, ça donne envie de rajouter. Alors évidemment, le géomoji, c'est une simplification, c'est essayer de trouver quelque chose qui parle à tout le monde et c'est bien dans ce sens-là que je l'ai compris, mais évidemment, on a envie de rajouter ou de comprendre un petit peu comment ça s'est fait. Par exemple, je pensais à une chose, c'est que sur les représentations, alors je trouve ça super que vous ayez rajouté des humains. Oui. Parce que effectivement, souvent ils sont absents dans les schémas. Mais je me demandais si dans certains cas, et notamment pour certaines régions du monde, l'individu était une unité vraiment pertinente, c'est-à-dire est-ce que ça représente toujours quelque chose, un individu, ou finalement parfois il faudrait, alors on ne peut pas toujours rajouter tout, mais est-ce qu'on pourrait, dans certains cas, est-ce que vous avez ressenti le fait que parfois l'individu, ce n'est pas forcément l'unité pertinente? Voilà, je pense à toutes les sociétés dans lesquelles le groupe, la communauté passe avant tout, etc. Une autre question, c'était sur justement la collaboration, enfin, votre collaboration et votre apport en tant que linguiste. Ouais. Parce que du coup, je me demandais comment le langage intervient et quels étaient les apports de votre discipline dans ce travail. Comment est-ce que vous voyez les choses et du coup comment est-ce que vous pensez que ça peut se décliner? Vous disiez on cherche des collaborations aussi ailleurs. Est-ce qu'il va y avoir justement d'éventuelles transformations? Enfin, comment vous envisagez ces choses-là? Et puis, bon, ça c'est une question qui n'a pas vraiment je pense pas vraiment de réponse, mais c'est la position de l'anthropologue sur ces questions-là, c'est-à-dire est-ce que finalement quand on travaille sur ces objets-là, on en est réduit, entre guillemets, c'est déjà beaucoup, de travailler sur la manifestation de l'aléa et éventuellement le risque en rajoutant l'humain, et est-ce qu'on pourrait imaginer le même travail qui intégrerait également les causes
qui ne seraient pas des causes naturelles, mais c'est-à-dire toutes les causes qui accroissent les facteurs de vulnérabilité. Je pense notamment à votre emoji sécheresse, qui renvoie à des travaux maintenant très anciens sur le fait, dans les années 70, sur le fait qu'une sécheresse, c'était un grand mouvement des sciences sociales pour dire que les sécheresses n'étaient pas des phénomènes naturels, mais qu'elles étaient dues à la façon dont on a transformé les systèmes de production agricole, les systèmes économiques. Bon, c'est tous les travaux en géographie un peu radicale et critique des années 70 qui sont quand même maintenant très importants dans la façon dont on pense ces questions-là. Alors, ils verraient ça aujourd'hui, ils seraient très affectés par le fait qu'on n'a pas pu représenter toutes leurs idées. Mais est-ce que c'est possible dans ce format-là? Voilà. Bon, des petites questions, des grosses questions, mais c'est pour entamer le débat. Pas très bien. Je réponds. OK, j'ai noté les 3 questions principales. Donc, la première, c'était la représentation des humains. Est-ce que c'est possible dans tout le monde? C'était ça. Brièvement, déjà on avait discuté si on met un humain ou pas, si on met quelqu'un, et je pense qu'on trouvait que c'était, pour nous en tout cas, c'était important. Après, je pense qu'on envisage éventuellement des variations régionales, donc des geomojis, donc peut-être on aura des geomojis de base, mais qui peut être adapté. Donc, si une personne, pour nous, ça représente nous, du coup, on est en danger, pour nous en Europe, je parle, on laisse le petit bonhomme, mais on envisage que des geomojis, ça pourrait être comme quelque chose assez ouvert. Donc, si on veut enlever l'humain et mettre un animal ou une petite signe pour dire un danger à la place de cette personne, c'est tout à fait possible. On n'envisage pas que c'est quelque chose vraiment fermé, fixe et pas du tout comme ça. C'est peut-être plus facile de le mettre en collaboration à travers des langues, des cultures. Donc ça, c'est à venir plus tard, mais je pense que c'est une bonne question. Est-ce que on avait commencé à regarder sur des couleurs qu'on utilise. Pour nous, je pense dans notre culture, jaune et orange et rouge, c'est assez établi comme niveau des dangers, des choses comme ça, mais dans d'autres cultures, les couleurs ne représentent pas la même chose. Donc déjà, ça, c'est une question, mais je pense que la question d'être l'humain dans l'image, c'est aussi à questionner, à réfléchir. Donc, merci pour ce point. Le deuxième, c'était avec la collaboration. Et voilà, en tant que linguiste, qu'est-ce que j'apporte? Je crois que j'apporte un regard de l'extérieur du monde de géologie, en fait. Donc, je regarde d'une manière plutôt linguistique, plutôt communicative. Donc, si moi, j'arrive à comprendre, même si je n'ai pas des connaissances, des grandes connaissances approfondies de géologie, c'est plus facile et aussi peut-être, on envisage tester ces géomojis aussi. Donc, à mener une enquête avec ces groupes thématiques qu'on avait déjà, on est en train d'établir, et mener une enquête pour voir si ça communique le risque ou pas, si ça communique ce qu'on veut dire aussi. Donc, on n'est pas basé juste sur 2 personnes, c'est pas du tout assez. Donc, oui. Et le dernier, c'était la manifestation de l'IA et après la cause. En fait, on a comme 2 branches de geomojis. Donc, on a des geomojis qui sont liés avec le projet où je suis, qui est le projet dictionnaire de Cloudburst. Et ça s'est focalisé sur le risque. Donc, ça, c'est vraiment représenter le risque. Mais, comme je dis, le geomojis, c'est assez ouvert. Et déjà, on a le volcan, on a dans le Global Framework, qui était le diapo tout au début, on a des images, des phénomènes géologiques qui ne sont pas forcément liés. C'est le risque sur Terre pour nous, mais des mouvements de magma, mouvements des strates, etc. Donc, je pense que, oui, peut-être une future projet, ce sera d'élargir le champ de geomojis qui n'est pas que sur le risque, mais pour aller plus loin. Merci, merci beaucoup. Sébastien, est-ce que vous voyez des questions dans les Q&A parce que je ne peux pas y accéder? C'est Benjamin qui va poser des questions.
Non, c'est Alors, pas moi. question de Viviane. Excusez-moi. Est-ce que vous travaillez avec des dessinateurs? Claire. Bonne question. Jusqu'à là, pas encore. On est toujours en train de créer, de mettre ensemble les géomodèles qu'on a déjà. Mais je pense que ça pourrait être intéressant de travailler, de raffiner des géomodèles qui existent et de raffiner les dessins un peu. Oui, si je peux ajouter, j'ai mal compris que c'était moi qui devrais poser les questions. Désolé Sébastien, mais je vais répondre. Première chose, que les géologues eux-mêmes, ils sont souvent des dessinateurs parce qu'on fait des cartes, des dessins. On est naturellement, on ne dit pas doué, mais on est dans le système. Les collègues avec qui on a commencé à travailler aux États-Unis, ils ont mis contact avec des graphistes et je suis très heureux de voir les travaux de Kerry où ils ont mis en contact avec des animateurs parce que l'animation des Geomoji, c'est quelque chose qu'on voudrait vraiment faire et il semble qu'ils ont déjà pris... c'est une évolution parallèle. En effet, ils ont fait les Geomoji sans les nommer comme ça, ils ont les animés. Donc, on a une superbe évolution parallèle, au moins dans 3 continents et probablement dans plus. Et juste finalement, pour répondre à la question de Sandrine, le concept de Global Framework que nous avons créé en 2018 à l'intégration des effets ou des phénomènes sociétals. Donc, dans ça, l'idée d'intégrer les causes et les effets, non seulement géologiques, mais sociétales, est bien là, mais qui reste à développer. Merci. Viviane? Oui, je voulais simplement ajouter que dans le programme Intersoc, comme il avait été pensé au départ, mais de façon, on pensait peut-être un peu utopique, on avait distingué les géomojis et la bande dessinée, mais en même temps, on les avait rapprochés. Et je vois que là, finalement, des travaux parallèles se rejoignent dans ce colloque final. Donc, on avait quand même eu de bonnes intuitions au départ. Alors que bon, c'était quand même des disciplines très différentes, la linguistique, la sémiotique, l'esthétique, la bande dessinée, en fait tout ça. Bon, et donc là, on va pouvoir, je pense, continuer à travailler ensemble. Oui, alors c'est juste... Laura. Oui. On a fait une expérience à l'École européenne supérieure de l'image à Angoulême avec une doctorante en bande dessinée. Qui a justement, c'était, je l'ai dit parce que Viviane évoquait le fait de, voilà, emoji BD, on a fait un exercice de communication de récit à travers les emojis qu'on avait à disposition dans un certain réseau social, je ne sais plus lequel, et donc on a créé des narrations et on avait, enfin c'était un exercice collectif qui était proposé par cette doctorante et là voilà, il y a le lien entre l'emoji et la narration, ça peut être intéressant aussi à creuser, à échanger après. Merci. Alors, Sébastien, j'ai également un commentaire à faire. C'est tout l'intérêt d'Intersoc. Sandrine posait la question de peut-on intégrer les causalités, toutes les connaissances qu'on a acquises dans les années 70 et en faire une traduction en géomoji pour expliquer, pour l'intégrer aussi dans les messages qui sont donnés. En communication, alors, c'était sur un sujet, mais on verra ça cet après-midi. On s'est intéressé à comment mieux faire passer les messages et faut-il mieux communiquer sur les causes ou sur les conséquences. Et cet après-midi, on dira que communiquer sur les causes, c'est peut-être pas la meilleure des idées si on veut faire une campagne de prévention. Au contraire, trop communiquer sur les causes pourrait parasiter, alors que du point de vue des récepteurs, c'est plutôt que faire, avoir des recommandations pratico-pratiques qui sont demandées. Et donc, dans l'idée où pour mieux communiquer, il faut prendre en compte les
attentes de la population, eh bien, c'est quelque chose qu'il faut absolument intégrer dans une stratégie de communication. Tout ça pour dire que générer ces discussions entre anthropologues, géographes, spécialistes des géomologies, spécialistes de la bande dessinée, communicants qui vont, eux, s'intéresser plutôt au point de vue du récepteur, ça permettra, alors Intersoc permet ce type de discussion-là, et ça permet de dire chacun avec ses compétences propres, de dire ça me paraît une bonne idée, ça me paraît à retravailler. Donc je trouve que c'est tout l'intérêt de ce type d'approche et de travaux collectifs. Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison de souligner l'intérêt, enfin, vers qui se dirigent aussi les messages et puis ne pas complexifier non plus complètement les messages et les instructions qui sont données. Vous avez tout à fait raison de souligner ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou commentaires, mais je crois que cette session arrive à sa fin, d'après ma montre. Donc, s'il n'y a pas de questions brûlantes qui ne peuvent attendre, donc nous allons donc arrêter pour le moment et nous retrouver donc tout à l'heure à 14 h pour une session encore sur communication et perception des risques naturels. Je tiens à remercier tous les participants à cette session, aux organisateurs, et je vous prie aussi de m'excuser car je ne pourrai pas être présente cet après-midi, mais je me tiendrai informée des discussions puisque c'était absolument passionnant. Merci beaucoup. Oui, et c'est l'occasion aussi de remercier Sandrine Revet pour avoir fait cette particulièrement difficile exercice d'animation d'un team event en étant totalement à distance. Bon, ça a été un peu compliqué, mais l'exercice a été réussi. Alors, je voulais le dire en privé, mais j'en profite pour le dire en public. Merci, Sandrine. Merci, Sébastien, pour l'organisation. C'était parfait. Voilà. À 14 h. À tout à l'heure à 14 h. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.